Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez incontournable, le manifeste du Parti communiste. Oui, un texte clé rédigé par Marx et Engels en 1847-48. C'était pour la Ligue communiste, juste avant la révolution de février 48 en France. Ils voulaient en gros mettre carte sur table face à ce qu'ils nommaient le spectre du communisme. C'est ça, une sorte de profession de foi, pour clarifier leurs idées. Notre objectif ici, c'est d'en extraire les idées principales, mais, et c'est important, en gardant bien en tête que c'est leur analyse, leur vision à un moment donné. Absolument, c'est leur perspective historique et économique. Et d'ailleurs, ça démarre très fort. Une phrase qu'on cite souvent. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes de classe. C'est puissant comme affirmation. Comment ils développent ça? Eh bien, dès le premier chapitre, bourgeois et prolétaires, ils posent le décor. Pour eux, la société moderne, celle qui sort du féodalisme, n'a pas mis fin au conflit de classe. Elle les a transformés, plutôt. Voilà, simplifié en quelque sorte. L'opposition principale devient celle entre la bourgeoisie et le prolétariat. D'accord. Et ils décrivent la bourgeoisie comme une force historiquement révolutionnaire, née du commerce, des grandes découvertes, puis de l'industrie, la machine à vapeur, le marché mondial. Révolutionnaire, oui, mais d'après eux, elle porte aussi en elle ses propres problèmes, ses propres limites. Précisément, c'est un point central de leur analyse. La bourgeoisie a tout balayé sur son passage, les liens féodaux, pour ne laisser que le froid intérêt, l'argent. Tout devient marchandise. C'est ça. Et elle est condamnée, selon eux, à révolutionner sans arrêt les outils, la production, les rapports sociaux. Mais ce dynamisme même finit par créer des crises. Des crises de surproduction, par exemple. Oui, entre autres. Les forces productives deviennent trop puissantes pour le cadre bourgeois, qui devient trop étroit. C'est là, dans ce contexte, qui se situe l'émergence du prolétariat. Le prolétariat, donc, la classe des ouvriers modernes. Comment le manifeste les dépeint, ces ouvriers? Alors, ils sont définis comme ceux qui ne vivent que s'ils trouvent du travail, et dont le travail, selon Marx et Engels, ne fait qu'augmenter le capital. Une sorte de cercle vicieux pour eux. Exactement. Le texte les décrit comme une marchandise, comme une autre, soumise aux aléas du marché, dépossédés de leur savoir-faire par la machine, organisés presque militairement dans les usines, et exploités. D'accord. Leur lutte contre la bourgeoisie, elle commence dès qu'ils existent en tant que classe. D'abord, des révoltes isolées, puis ça s'organise. Et paradoxalement, c'est l'industrie elle-même, avec les moyens de communication qu'elle crée, qui aide à cette organisation. Ah oui, intéressant ça. Pour aboutir à leur conclusion, la bourgeoisie produit, en fin de compte, ses propres fossoyeurs. Sa chute et la victoire du prolétariat leur semblent inévitables. Mais encore une fois, c'est leur interprétation, leur grille de lecture. C'est une vision très déterministe de l'histoire, en somme. Alors, après cette analyse de l'antagonisme central, comment les communistes eux-mêmes se situent-ils là-dedans, selon le manifeste? Eh bien, ils sont présentés non pas comme un parti à part, distinct des autres partis ouvriers, mais plutôt comme la fraction la plus décidée, quoi. L'avant-garde, en quelque sorte? Oui, celle qui comprend le mieux le mouvement général et qui défend les intérêts communs de tout le prolétariat au-delà des nationalités. Leur but immédiat, tel qu'ils l'écrivent, organiser le prolétariat en classe, renverser la bourgeoisie et conquérir le pouvoir politique. Et on en arrive à cette fameuse question, l'abolition de la propriété. C'est sans doute le point le plus controversé ou le plus mal compris. Qu'est-ce que le texte dit exactement là-dessus? C'est crucial de bien saisir leurs propos. Le manifeste est très clair. Il ne s'agit pas d'abolir la propriété en général. Ça, ils le répètent. Ah bon? Alors quoi? Ce qu'ils visent, c'est spécifiquement la propriété bourgeoise. C'est-à-dire pour eux, la forme de propriété qui repose sur l'exploitation du travail salarié par le capital. D'accord. Leur argument, c'est que cette propriété privée des grands moyens de production, eh bien, pour l'immense majorité, pour les prolétaires, elle est déjà abolie. Ils n'ont que leur force de travail à vendre. Je vois la logique. Donc ce qu'ils veulent, c'est changer le caractère social du capital, qu'il devienne une force collective et supprimer ce mode d'appropriation où l'ouvrier, je cite de mémoire, ne vit que pour accroître le capital. Et cette logique s'applique aussi à d'autres concepts comme la famille, la nation. Oui, ils les analysent comme des notions largement façonnées par les rapports de production capitalistes et donc comme des reflets des intérêts de la classe dominante, la bourgeoisie. D'accord. Donc on a l'analyse, la critique, mais le manifeste propose aussi des actions, des mesures concrètes pour initier ce changement. Tout à fait.
Dans la deuxième partie, il liste une dizaine de mesures pensées pour les pays les plus avancés à l'époque. Ça va de l'expropriation de la propriété foncière à un impôt fortement progressif. À l'abolition de l'héritage, j'ai lu ça aussi. Oui, la centralisation du crédit, des transports, entre les mains de l'État, l'État étant défini à ce moment-là comme le prolétariat organisé en classe dominante. D'accord, c'est une phase de transition en somme. C'est ça, le travail obligatoire pour tous, l'éducation publique et gratuite. Il voit ces mesures comme des étapes peut-être un peu autoritaires au début, mais nécessaires pour transformer la société et aller vers la disparition des classes sociales et du pouvoir politique lui-même. Pour aboutir à quoi finalement? À une association, écrivent-ils, où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. C'est l'horizon final qu'il dessine. Encore une fois, ce sont les propositions telles que formulées en 1848. Si on essaie de résumer, le manifeste présente l'histoire comme une succession de luttes de classe qui culmine dans l'affrontement entre bourgeoisie et prolétariat, et il affirme, selon la vision de ses auteurs, Marx et Engels, que cet affrontement doit mener à une révolution prolétarienne pour créer une société sans classe. C'est une bonne synthèse, oui. Une lecture très radicale pour l'époque, évidemment, ancrée dans les débuts de la révolution industrielle. Une lecture qui a eu un impact considérable, c'est le moins qu'on puisse dire. Absolument. Et ça soulève une question, je trouve, au-delà de savoir si on est d'accord ou pas avec leurs analyses ou leurs solutions. La question c'est, qu'est-ce qui, dans les dynamiques du capitalisme, dans les tensions sociales qu'il décrivait il y a plus de 170 ans maintenant, qu'est-ce qui peut encore nous interpeller aujourd'hui? Qu'est-ce qui résonne encore, ou différemment, dans notre économie mondialisée actuelle? C'est une excellente question pour poursuivre la réflexion. Notre exploration de ce texte fondateur s'achève ici pour aujourd'hui.